Je vous remercie. Je suis accompagné donc des services de gendarmerie qui sont chargés de l'enquête. Je souhaitais faire un point sur le déroulement de la réunion qui vient de se tenir, une réunion qui était à l'attention des parents des enfants victimes de cet accident dramatique. Il est important en effet de pouvoir leur indiquer les éléments que nous avons pu en l'état recueillir, répondre à leurs premières questions et puis également leur faire part des différents dispositifs qui sont mis en place pour intervenir à leur côté, non seulement sur le plan individuel, psychologique, mais également sur des questions de prise en charge à plus long terme. C'est la raison pour laquelle à la fois M. Seb, qui est coordonnateur national, était bien évidemment présent, mais également les représentants des associations d'aide aux victimes et également de la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs, qui ont pu par là même faire part de leurs propositions pour aider au mieux ces parents, pour certains endeuillés et pour d'autres dont les enfants ont été gravement blessés. J'ai essayé donc de répondre à leurs questions également sur cet accident, leur indiquer ce que nous avions fait jusqu'à présent, la manière dont nous envisageons ensuite le déroulement de l'enquête. Comme vous le savez, donc, cet accident donc, qui a eu des conséquences tragiques, donc a impliqué un car scolaire et un train de la SNCF, un TER. Je vous avais indiqué les premiers éléments que nous avions pu recueillir, à savoir des témoignages qui étaient majoritairement dans le sens de barrières fermées, d'une barrière fermée dans le sens de circulation du car, mais des témoignages également divergents, notamment de certains enfants. Nous avons également recueilli le témoignage de personnes qui circulaient sur l'autre voie de circulation qui indique que la barrière était fermée. Pour autant, les constatations matérielles qui, là aussi, sont plutôt dans le sens d'une barrière fermée au regard de l'examen de la rotule, doivent être bien évidemment soumises à expertise. Nous devons examiner précisément tout le matériel de fonctionnement de ce passage à niveau pour déterminer s'il y a eu ou non un dysfonctionnement au regard de ce que je viens de vous dire. Nous avons par ailleurs, c'est ce que j'ai indiqué, donc reconstitué la scène en 3 dimensions par les services de gendarmerie. Nous avons également fait des constatations sur le bus, sur le car scolaire. Un expert a été désigné. On relève sur le bas du bus, à hauteur pratiquement de la barrière, des traces. Donc il faut bien évidemment qu'on analyse si ces traces sur ce bus proviennent de la barrière. Donc si on relève des éléments qui permettent de le démontrer, étant observé que là aussi, il sera sans doute difficile d'en tirer des conclusions en tant que telles, dans la mesure où, avec la violence du choc, on peut imaginer bien sûr que la barrière est en elle-même été très, très, très dégradée de par la violence du choc. Nous avons également procédé à une reconstitution en quelque sorte du champ visuel de la conductrice pour s'assurer qu'elle disposait de toute la visibilité nécessaire pour effectuer la manœuvre qui consistait à tourner carrément à 90 degrés pour prendre la voie où se trouve ce passage à niveau. Les premières conclusions sont qu'il n'y a pas d'obstacle visuel, si ce n'est qu'on constate cependant qu'une fois que le virage est pris, on est très rapidement sur le passage à niveau. Donc ces éléments-là, bien sûr, ont été recueillis, ont été faits. En l'état, donc, on ne détermine pas la cause exacte de cet accident. Comme je l'ai indiqué, je l'ai précisé auprès des parents des enfants victimes. Nous devons bien évidemment faire des examens techniques pour nous assurer que l'ensemble du matériel fonctionnait. Je dois toutefois ajouter que l'armoire électrique donc qui commande le fonctionnement
de ce passage à niveau. Donc cette armoire électrique ne présente pas de défectuosité en l'état de l'examen que nous avons pu en faire. La conductrice du train qui avait pu être entendue succinctement le lendemain de l'accident, succinctement parce que son état de santé, bien sûr, ne le permettait pas, parce qu'elle a été blessée gravement au cours de cet accident. La conductrice a été placée en garde à vue, donc nous attendons de recueillir à nouveau des précisions, si tant faire se peut, sur les circonstances exactes qui ont conduit à ce dramatique accident qui a occasionné, comme vous le savez, non seulement un nombre important de blessés, mais également le décès de nombreux enfants. Voilà ce que je peux vous dire en l'état, en vous répétant que nous avons essayé de répondre au mieux aux attentes des parents de ces enfants, qui bien évidemment sont dans une souffrance extrême, comme vous pouvez aisément l'imaginer. Nous savons aussi que l'ensemble des dispositifs de prise en charge ont été mis en œuvre afin de répondre au mieux, de façon individualisée, là aussi dans toute la mesure du possible, de répondre au mieux à des souffrances qui, bien évidemment, sont très individuelles et très intimes. Et tout cela, bien sûr, concourt à faire en sorte d'accompagner au mieux ces parents dans leur démarche et leur reconstruction. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. Donc, elle a été à nouveau placée en garde à vue, donc depuis une heure à peu près. Avez-vous pu expertiser déjà les différents mécanismes de la SNCF, notamment les pédales, le déclenchement de la barrière à la clé du train? On a saisi en fait l'ensemble du matériel, alors pas la pédale à parler, mais l'ensemble du matériel pour justement le soumettre à expertise. Et notamment la question peut se poser au regard de certains témoignages, de savoir si tout le mécanisme fonctionnait bien. C'est-à-dire, quand je parle de tout le mécanisme, c'est non seulement la fermeture de la barrière, mais aussi la sonnerie et le feu clignotant. Des éléments que nous avons recueillis aujourd'hui, la réponse est oui. Pour autant, il faut bien évidemment expertiser ces éléments, car ils sont essentiels à la compréhension de ce qui a pu se passer. Les tests que l'on a pu faire aujourd'hui sont positifs en ce sens que le système fonctionne. Mais c'est un test qui a été fait. Pour autant, nous n'avons pas pu faire l'expertise, comme j'ai indiqué, du moteur en quelque sorte de la barrière. Il est important, bien évidemment, de pouvoir l'expertiser, puisque le constat que nous faisons, comme je l'ai déjà dit, c'est que la barrière sur sa rotule est en position basse. Voilà. Et ensuite, il faut bien évidemment expliquer la raison pour laquelle, quand bien même la barrière aurait été en position basse, la conductrice a néanmoins franchi ce passage à niveau avec les conséquences dramatiques que nous connaissons. Ça m'est difficile de vous donner un état de santé, madame, dans la mesure où, malheureusement, il y a un certain nombre d'enfants qui ont encore leur pronostic vital engagé, hein, donc ça nous le savons. Et après, je ne suis bien évidemment pas médecin, donc je ne peux pas me prononcer sur ce point. Alors, en l'état, non. Nous dirigeons très vraisemblablement vers l'ouverture d'une information judiciaire, bien évidemment, compte tenu des éléments techniques que j'ai soulignés, des expertises qui devront être réalisées. Par conséquent, effectivement, j'ai informé les familles des victimes de cette perspective, compte tenu à la fois de l'ampleur de ce que ça représente, de l'ampleur de ce drame, et puis également, je le répète, sur les différents examens techniques qui devront être réalisés, non seulement sur le bus, il a été bien sûr saisi et placé sous main de justice, sur le TER également, qui a été placé sous main de justice, et puis ce sur quoi nous venons de parler, à savoir le mécanisme de fonctionnement. Au niveau de la circulation, au moment de l'impact, le bus précédait-il un véhicule? Donc il était pris le véhicule, était-il en panne ou pas? Est-ce que vous imaginez qu'il a été gêné dans sa manœuvre? Des éléments que nous n'avons pas de véhicule qui précède le bus, qui, à l'examen du chronotachygraphe, traverse le passage à niveau à 12 km/h.
Donc après avoir tourné ou cédé le passage et avoir repris de la vitesse en étant alors à 8 km/h. La distance entre l'intersection et le passage à niveau est de 23 mètres. Donc en l'état, on n'a pas d'élément qui ait gêné cette manœuvre. Nous avons 2 bus effectivement qui suivaient le bus qui a été accidenté. Nous n'avons pas pu recueillir précisément d'éléments qui permettent soit de corroborer ou d'infirmer l'ouverture ou non des barrières et plus généralement le fonctionnement du système du passage à niveau. Mais en l'état, le bus accidenté n'a pas été gêné dans sa circulation. Et donc les témoins que nous avons qui se situent de l'autre côté de la voie expliquent que le bus en fait est venu vers eux, ce qui veut dire qu'il a franchi la voie ferrée alors que la barrière était fermée. Tout au moins pour eux, la barrière l'était puisqu'eux, ils étaient arrêtés en face. Donc bien évidemment, il faudra techniquement qu'on soit assuré que l'ensemble du mécanisme est complètement couplé et que dès lors que ça marche d'un côté, si vous me permettez l'expression, ça fonctionne également de l'autre. Voilà les éléments techniques que je pouvais vous indiquer. Je n'ai pas d'autres éléments. Peut-être oui, quelques questions, si vous voulez bien. Sur le drone, oui, en fait, c'est pour avoir la visualisation à la hauteur même du conducteur d'un car. Puisque, comme vous le savez, le conducteur d'un car, par définition, est assez haut sur la route. Et donc, il était important qu'on puisse s'assurer que, en termes de visualisation, tout était parfaitement visible dans la mesure où la question de la perception, la perception visuelle, la perception visuelle à la fois du passage à niveau et du clignotant qui est associé à son fonctionnement, bien sûr, est important. Donc on a fait ça. Il y a également la reconstitution de la zone d'accident en 3D, donc ce qui va permettre aussi des analyses, disons, cinétiques, qui sont néanmoins, bien sûr, essentielles, mais qu'on n'a pas encore, bien sûr, établies. Tout ça devrait concourir à justement permettre d'expliquer non seulement les circonstances, mais également les causes de cet accident. Donc vous estimez que vous avez absolument retenu tous les indices, tous les éléments sur le lieu de l'accident et que vous n'y reviendrez pas parce que ça n'apportera rien de plus? Là, si vous voulez, on a, en lien bien sûr avec la gendarmerie et des équipes très spécialisées et une compétence que je tiens à saluer parce que c'est vraiment un travail très important qui a été réalisé au cours de ces derniers jours. Nous avons essayé de recueillir le maximum d'éléments matériels que nous pouvions avoir pour permettre ensuite que des expertises puissent être faites sur ces éléments et déterminer, dans un cadre d'ailleurs qui va être un cadre contradictoire dès lors que l'on est dans une information judiciaire, et déterminer ces éléments de circonstances et de causes, pour déterminer la cause de l'accident. Alors ce ne sont pas des traces sur les flancs, ce sont des traces qui figurent en dessous du phare sur l'avant droit de ce bus. Nous avons constaté cela. Pour autant, nous n'avons pas pu entendre la conductrice sur ce point pour savoir si c'est des traces qui procèdent d'un autre accrochage ou autre. Mais pour autant, ce qui est constaté par le premier expert que nous avons dépêché, c'est que ces traces sont à peu près à hauteur de la barrière. Et donc, il importe, c'est pour ça qu'on a fait intervenir l'Institut d'analyse criminelle de la gendarmerie nationale pour déterminer si, au vu de prélèvements que l'on peut effectuer sur le bus, on retrouve le matériau qui est utilisé, qu'on retrouve dans la constitution de la barrière. Mais après, ça reste. Pour l'instant, on fait ça, on ne peut pas en tirer de conclusions pour en parler, mais c'est important. Si vous parlez ensemble, on va pas. Mais... Donc ça, bien évidemment, ça a été examiné en premier lieu, comme je l'ai indiqué, mais je le répète. Donc on écarte tout acte de malveillance. La batterie donc est sur place, et même
l'équipement qui permet d'intervenir éventuellement pour une réparation, donc c'est un équipement SNCF, donc est sur place également. Est-ce qu'il est possible que la barrière se soit fracturée lors de sa descente sur l'autobus? Le bus se soit déjà engagé, que la barrière se soit fermée jusqu'alors? Écoutez, c'est d'autant plus important de déterminer s'il y a des traces de la barrière sur le pare-choc, parce que ça voudrait dire que ça ne s'est pas comme ça que ça s'est passé. Voilà. Après, si vous voulez, l'accident est d'une telle violence que il y a les caténaires qui sont complètement couchés, il y a les fils électriques, etc. Donc c'est très difficile de faire des hypothèses tant que l'on n'a pas le résultat d'examen technique. C'est pour ça que je suis très prudent et qu'il importe que l'on puisse avoir ces résultats, puisque effectivement il y a plusieurs témoignages qui indiquent que la barrière a été levée, ce qui expliquerait que bien sûr la conductrice ait poursuivi sa marche. D'autres que la barrière était fermée, et il y a des éléments matériels. Aujourd'hui, on ne peut pas tirer de conclusion, on ne peut seulement que constater un certain nombre d'indices matériels. Pour autant, il faut que ces indices matériels puissent être corroborés, confortés dans le cadre d'expertise et confrontés ensuite aux témoignages que l'on a pu recueillir. Voilà ce que je peux vous dire ce soir, je ne peux pas vous dire plus. Alors, en principe, le mécanisme fonctionne de façon couplée, d'autant qu'on n'a qu'une seule voie de circulation ferroviaire. Après, il faut qu'on puisse bien sûr s'assurer qu'il n'y ait pas un quelconque dysfonctionnement. Voilà. Et donc là aussi, je reviens, pardonnez-moi, je me répète, je reviens toujours à la même question des examens techniques et des expertises. Oui, monsieur. Est-ce que la reconstitution de ce matin a permis d'avancer sur la visualisation des témoins qui étaient dans le bus? Vous avez parlé tout à l'heure du champ visuel de la conductrice. Est-ce qu'on peut noter là le champ visuel des témoins qui se trouvaient en arrière de la conductrice? Là, si vous voulez, l'objectif ce matin, c'était de reconstituer le champ visuel de la conductrice. Voilà. Après, il y a effectivement des places dans le bus qui ont pu offrir des vues différentes. Mais là, véritablement, ce qu'on cherchait à établir, c'est s'il n'y avait pas eu un quelconque obstacle visuel dans la configuration, plutôt pas, mais confirmer qu'il n'y ait pas d'obstacle visuel, et quelle était la vue qu'on avait précisément de ce passage à niveau dès lors qu'on devait, et c'était ça aussi l'intérêt, qu'on devait faire une manœuvre pour tourner à 90 degrés à partir d'une voie qui comporte un cédé de passage. Voilà. Donc c'est ça qu'on a établi. Bon, il faut bien sûr l'exploiter puisque ça a été fait dans la journée. Il faut qu'on l'exploite pour déterminer s'il y a quelque chose qui bien sûr serait pas ordinaire, mais les premières constatations ne démontrent pas de difficultés précises, sauf peut-être qu'une fois qu'on a fait la manœuvre, effectivement, on est assez proche du passage à niveau, puisqu'il y a 23 mètres qui séparent en fait l'intersection du passage à niveau. Alors, pour l'instant, bien sûr, je n'ai pas de date. Dans la perspective, compte tenu de la complexité des choses, de l'ouverture d'informations, après, je ne peux pas vous donner, bien sûr, une quelconque idée de calendrier, d'autant que après, c'est soumis, bien sûr, à contradictoire. Voilà. Voilà, combien de témoignages? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puisqu'on est à plus d'une centaine. Hein. Oui, non, enfin, j'ai pas dit que la majorité parlait d'une barrière ouverte, j'ai dit l'inverse. J'ai dit que la majorité, voilà. Donc là, si vous voulez, on est globalement sur, pour les uns ouverts, pour les autres fermés. Avec aussi, il faut être très prudent, si vous voulez, sur les témoignages, parce qu'il y a des témoignages qui sont des témoignages plus immédiats, qui ont été recueillis juste après la survenance de l'accident, qui bien évidemment peuvent être différents de témoignages qui sont recueillis après, et on sait très bien qu'il faut être très, très vigilant. C'est pour ça que nous sommes attachés à établir tous les éléments matériels, essayer au maximum d'avoir la certitude d'éléments matériels pour ensuite pouvoir déterminer une cause.
Oui, je pense avoir répondu à la question, madame. C'est ça qu'il y a un certain nombre de témoignages, si vous voulez, effectivement, qui indiquent. Voilà. Donc les témoignages sont compliqués finalement à recueillir, puisque nous avons des témoignages de personnes qui étaient très proches, à la fois de l'événement, qui ont été entendus juste après l'accident. Et nous avons d'autres témoignages. Pour autant, on ne peut pas non plus mettre en cause en tant que tel des auditions dès lors qu'on n'a pas des éléments matériels qui permettent de les confronter. Oui, bien sûr. Non, mais vous savez qu'elle avait déjà été placée en garde à vue vendredi. Voilà, cette garde à vue avait été levée compte tenu de son état de santé, à la fois son état physique, puis également le choc qui est le sien, évidemment. Et donc là, on reprend la mesure de garde à vue pour à nouveau l'interroger compte tenu de son état. On espère que nous pourrons y procéder, car il importe effectivement qu'on puisse recueillir encore plus d'éléments que ce que nous avions en première audition. Elle va être le temps d'une garde à vue qui, au maximum, est de 48 heures. Oui, bien sûr. Et la qualification de l'éventuelle intervention judiciaire ? Là, non, on est sur une enquête pour homicide et blessures involontaires. Voilà. Très bien, je vous remercie.